les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Salut les boys! France en poulet! 109.1 Sport des Sous. Ici Charles Tibert qui vous dit... De retour au World Mimes Fight! Yes, fils de chien! Yes, de chien! Ok, fini là! Match nul! What's up les nuls et bienvenue au Match Nul, le meilleur balado sportif que personne n'écoute. Vous l'avez peut-être manqué, mais Match Nul a déjà 4 ans! Ouais! Yes sir! Wouhou! On en a profité pour sortir notre premier volume, soit une compilation de nos meilleurs sketchs. Allez écouter ça sur YouTube ou toute autre plateforme de streaming audio. Je vous dis que c'est bon, Puis c'est pas parce que je l'ai fait, je vous dis ça, c'est bon pour vrai. Puis si vous aimez pas ça, écoutez juste une minute, ça va nous faire des views, puis c'est ça. Donc, qu'est-ce qui attend Match Nul dans sa prochaine année de vie? Je vais pas vous promettre le retour de Match Nul Gaming, car ça fait trop de fois que je l'annonce sans le faire. Mais on a l'épisode 100 qui s'en vient en novembre, par contre. On n'a pas encore rien planifié sur ce qui va se passer, mais on est ouvert aux idées, par contre. Donc, attendez-vous encore plus de folie et de chroniques déjantées dans l'année qui suit. Mais pour l'instant, on est en février, et qui dit février, dit chronique obligatoire du Super Bowl. Avec 4 ans à vous faire des chroniques sur le plus grand événement sportif selon les Américains, on en a parlé des affaires. On a parlé des origines, des pires Super Bowl, le Super Bowl où on a failli avoir une équipe de la NFL à Montréal. On pourrait tenter d'enfin parler des spectacles de la mi-temps, mais que cela le tienne, on ne cédera pas si facilement à la facilité, car aujourd'hui, on va vous expliquer de fond en comble un élément fort du Super Bowl, soit les publicités. Oui, vous avez bien entendu, une offre irrésistible pour en apprendre plus sur le merveilleux monde des trucs qu'on déteste tant. Inquiétez-vous pas, je ne vous embarque pas encore dans notre machine à voyager dans le temps, on l'a assez utilisé ces derniers temps, et il faut pas la surchauffer puisqu'on l'utilise tantôt. Je vous propose plutôt ici de vous expliquer comment les publicités du Super Bowl attirent presque plus l'attention que le match en tant que tel. Mais ce n'est pas tout. Si vous restez à l'écoute dans les prochaines minutes, vous entendrez les publicités les plus marquantes qui sont passées durant le Super Bowl. Bon, je suis conscient qu'elles sont tous en anglais et que certaines sont plus visuelles que d'autres, mais ça va pas nous arrêter, On va vous les présenter quand même en les adaptant à notre sauce, avec des thématiques telles un match d'impro. C'est pas tant clair, mais c'est pas grave, vous allez comprendre à peu près la pub qu'est-ce qu'elle veut, On est concept ici, et tout ça juste pour vous, les nuls. Fait que comment ça a commencé les pubs au Super Bowl? La première vraie publicité passée à la télévision traditionnelle est arrivée le 1er juillet 1941 à 14h30 pendant une partie de baseball des Phillies de Philadelphie contre les Dodgers de Brooklyn. Une belle petite pub de monde pour ces messieurs. Comme vous le savez déjà, parce qu'on l'a assez dit comme ça, le premier Super Bowl a eu lieu en... 1967! Oui, bravo! Et la question à 1000$, combien ça coûtait à une compagnie pour mettre une publicité en ondes lors du premier Super Bowl? 42 500$ pour un petit 30 secondes. Ça semble peu, mais ajusté à l'inflation, ça équivaut à 325 450$. Est-ce que c'est beaucoup? On va pouvoir comparer avec le prix d'une pub de 30 secondes lors du dernier Super Bowl tantôt. D'ailleurs, fait pas tant utile à savoir, mais je vais vous le donner quand même, c'était le seul Super Bowl à être diffusé sur 2 chaînes différentes en même temps, avec 2 équipes de description et blablabla. Bon, assez jasé, c'est le temps d'entendre une pub de l'époque. Première publicité ayant pour titre Master Lock de l'année 1974 au Super Bowl VII, avec comme thématique émission pour enfants. Bonjour les amis, avec ce fusil sniper super puissant de calibre 30, nous allons essayer de faire sauter ce cadenas. Oh là là, les amis regardez, nous avons fait un trou de demi-pouce dans le cadenas, mais il tient toujours en place fermement. La leçon d'aujourd'hui est si tu tiens à ce que tu as, demande à papa un véritable cadenas Master Lock, connu pour être résistant aux balles. Bref, les cadenas Master pensent que tirer du gun sur leur cadenas, ça va leur faire augmenter leur vente. Ça a marché en effet. C'est qui prouve qu'encore une fois, un bon concept de pub peut convaincre n'importe qui d'acheter un produit pour tirer du gun dessus. Et c'était cette année-là que le prix pour une pub de 30 secondes a atteint la marque des 100 000$, soit un demi-million avec le cash aujourd'hui. Évidemment, le monde en voyant la publicité voulait essayer ça chez eux, donc c'est probablement pour cette raison qu'ils en ont vendu plus, pour qu'ils puissent tirer du gun chez eux. Voilà tout le principe du fabuleux monde publicitaire. C'est notre premier point pour une bonne pub, donner envie aux gens d'essayer le produit pour tirer du gun dessus chez eux. Passons maintenant à une autre publicité qui a aussi marqué les esprits dans les années 70.
Deuxième publicité ayant pour titre Xerox de l'année 1977 au Super Bowl XI avec comme thématique documentaire de guerre. 1977 dans un petit monastère. Depuis que les gens ont commencé à écrire des informations sur papier, il y a eu un besoin de les dupliquer pour partager les informations à d'autres personnes. Tâche que les moines accomplissent depuis des siècles. Beau travail, frère Dominique. Merci. Maintenant, j'en voudrais 500 documents pareils. Nous devons battre de vitesse ces satanés protestants. Conscient des enjeux géopolitiques, le frère Dominique se rendit à Tours à bureau pour rencontrer un allié, le technicien informatique. Frère Dominique, comment vous portez-vous? Fils de Dieu, pourras-tu accomplir un grand travail pour ta foi? C'est à ce moment que le vent tourna. La photocopieuse Xerox 9200, un flux de travail optimisé, un programme informatisé qui contrôle tout le système qui peut dupliquer, réduire et assembler un nombre virtuellement infini de documents et fait tout cela 2 pages à la seconde. Une vraie machine de guerre. Mon père, voici vos documents. Les 500 que vous avez demandés. C'est un miracle! À nous, la victoire! Bon, au final, c'est bien plus épique que qu'est-ce que c'est devenu en vrai, ça. Hein? Mais en gros, le moine qui utilise une photocopieuse pour se sauver du temps est considéré par les nombreux historiens de la publicité comme la première publicité virale du Super Bowl. C'est-à-dire que du monde, comme vous et moi, mais dans les années 70, ont pris le temps d'appeler la chaîne ABC ou d'écrire des lettres, hein, ouf quand même, hein, pour demander à revoir la publicité du moine avec la photocopieuse. Hein. On en a fait du chemin hein, depuis ce temps-là. On sait à quel point que toutes les compagnies souhaitent devenir virales et qu'ils sont prêts à produire n'importe quoi tant que ça attire l'attention des mortels. Hein. Et ce qu'on peut retenir de cette pub, elle est efficace lorsqu'elle marque les esprits. Ah ha! Oui, vous y avez pensé et je le sais. Parlant de pub marquante, allons voir la publicité qui a changé la game totalement. Troisième publicité ayant pour titre Apple de l'année 1984 au Super Bowl XVIII avec comme thématique vidéo description. Alors, on voit plusieurs personnes qui marchent dans un tunnel avec des petites télés. Ils vont probablement acheter des vêtements de leur taille. Hannibal Lecter fait la file aussi. Des flashs d'images plus ou moins clairs, les gens continuent de marcher dans le tunnel, semblent utiliser leurs pieds pour marcher, et cela les amène dans une étrange salle de cinéma où un film d'auteur est joué. Oh, une petite madame en camisole avec un marteau à coudre. Les gens s'ennuient définitivement devant le film allemand, qui est évidemment mauvais, mais surtout déçus de ne pas avoir de nouveaux vêtements. Revoilà la petite madame, elle semble en retard pour les travaux de construction. L'escouade tactique la suit, c'est donc probablement des rénovations policières. Elle est en train de souligner son marteau au milieu de l'allée. La madame n'a pas l'air contente. Elle lance le marteau. Le monsieur dans l'écran ne semble pas prendre conscience que le marteau se dirige vers lui. L'écran explose. Les gens sont sous le choc. Le 24 janvier, les ordinateurs Apple vont introduire Macintosh. Et vous allez voir pourquoi 1984 ne sera pas 1984. On finit avec une pomme LGBTQ à moitié mangée. C'est la publicité des publicités. Apple n'a pas niaisé avec ses moyens. 400 000 $ de budget pour une publicité d'1 minute, plus le prix de diffusion sur CBS de 736 000 $, soit l'équivalent de 1,8 million de nos jours. On a engagé le réalisateur hot du moment pour la science-fiction en Ridley Scott, le dude derrière Alien, Blade Runner et Gladiator. On a utilisé plus de 300 figurants. Bref, on a pas mal saucé l'affaire dans le but de faire un gros statement au monde entier. Le Macintosh d'Apple est la seule option pour lutter contre le géant informatique de l'époque, IBM. Et l'audace d'Apple l'aura payé parce que les ventes du Macintosh auront surpassé celles du PC d'IBM. C'est cette pub qui va élever la barre, puisqu'à partir de là, les publicités vont commencer à être autant entendues que le match du Super Bowl. Elle a aussi influencé le style de production de publicité. Hein? Maintenant, ça prend plus d'allure de court-métrage de cinéma avec des budgets se rapprochant de 5 millions de dollars de nos jours. Et tant qu'avoir un pilier dans le monde cinématographique, pensons à notre quatrième publicité. Quatrième publicité ayant pour titre Nike de l'année 1993 au Super Bowl XXVII ayant comme thématique pirate. Oh, hey, par ici, là! Oh, Ah, pas possible de dormir en paix ici. C'est quoi tout ce boucan? Oh, pour parler. oh, je ne faisais que blaguer! Oh,
ils sont moins précis qu'avant. Wow! Bon, ça suffit, c'est la guerre. Laissez-moi juste mettre une paire de baskets. Les Hard Jordan, avec mon bon ami Air Jordan. Oh, mais c'est qui ce mec? Vous attendiez à qui? Jack Sparrow? Tiens, prends ça. Oui, Machnol! Beaucoup. Youhou! Beaucoup. Mais ces brigands dans ce canon, Voyons, les ça pourrait être le début d'une belle alliance, vieux loup de mer. Nike! Air Jordan! Voyons! C'est fini, les amis. Hey, ça, c'est ma phrase, bois d'ébène. Bon, c'était peut-être pas clair avec la thématique pirate, mais c'est une pub des souliers Air Jordan avec l'improbable duo en Michael Jordan et Bugs Bunny. Vous vous doutez de la raison pourquoi je vous en parle, hein? C'est que cette publicité a été la graine qui a amené l'excellent film Space Jam, basket spatial pour les initiés. Pour faire histoire courte, une agence de pub a eu l'idée d'unir Michael Jordan et Bugs Bunny dans une pub, malgré les réticences initiales de Warner Bros., la compagnie de films qui possède les droits des Looney Tunes. Mais grâce au succès de cette publicité et de l'autre pub diffusée au Super Bowl suivant qui se passe dans l'espace dont je vous en ai pas parlé, Warner Brothers a approuvé le projet d'un film mettant en vedette la vedette de basketball ainsi qu'un lapin inchassable. Film qui, on le rappelle, suit Michael Jordan dans sa retraite surprise du basket pour jouer au baseball jusqu'à ce qu'il se fasse aspirer dans un trou de golf pour être amené au pays des Looney Tunes qui ont besoin de son aide pour ne pas devenir des esclaves des extraterrestres. Bref, du grand art. On va revenir à nos moutons quand même, là, parce que ce n'est pas tous les jours qu'une publicité anodine devient un film, dans le fond. Et le plus récent exemple étant la série Ted Lasso sur Apple TV. Parce que c'était une pub avant, et voilà, maintenant, c'est sur Apple TV. En tout cas, moi, ça montre à quel point qu'une publicité du Super Bowl peut stimuler le monde cinématographique. Pour vous donner encore une petite idée, ça coûte 850 000 $ en 1993 pour une pub de 30 secondes, 1,5 million en cash d'aujourd'hui. On se dirige maintenant vers une autre publicité. 5e publicité ayant pour titre Budweiser de l'année 1999 au Super Bowl XXXII avec comme thématique doublé à la Canal D. Salut. Yo, quoi de neuf? Yeah, mec, je regarde le match, je bois une bud. Quoi de neuf pour ton bas? Yeah. Je regarde le match, je bois un bud. Vrai. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Yo, c'est qui? Yo, prends le téléphone. Salut? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Yo, Dookie! Yo, Dookie! Yo! Quoi de neuf? Quoi de neuf? Attends un peu! Allô? Quoi de T'as quoi de neuf, mec? Je regarde le match, je bois un bud. Vrai. On ne peut pas parler de publicité au Super Bowl sans parler de Budweiser ou Bud Light, ça revient à la même affaire. Ils sont considérés comme les rois des annonces du Super Bowl. Hein, je viens de trouver enfin synonyme à publicité, nice. Enfin un peu de variété dans mon vocabulaire. Donc, la compagnie mère de Budweiser, Anheuser-Busch, achète plus de 625 annonces depuis 1980. Hey, ça fait pas mal de millions dépensés pour vendre sa marque. Hein? Pour vous donner une petite idée, la compagnie avait 9 publicités durant le Super Bowl LIII en 2019, coûtant la modique somme de 5,2 millions de dollars pour 30 secondes. Donc, petit calcul rapide, c'est à peu près 50 millions juste pour passer leur pub. C'est pas mal ça, tu sais. Puis pour venir à la publicité qu'on vous a présentée, le Waza! En est une qui a marqué la culture américaine. Hein? En plus, elle fait un lien avec Bugs Bunny, qu'on a parlé juste avant, puisque c'est lui qui a popularisé la fameuse What's Up, hein? Avec sa phrase fétiche. Sa phrase fétiche, dis bien, mon Dieu, j'ai de la misère à parler. What's Up, Doc? Ou Quoi de neuf, Docteur, pour la traduction plus ou moins libre. Et tant qu'à briser le monde magique de la bière, la pub Waza est basée sur un court-métrage qui s'appelle True de Charles Stone 3,
où il y a 6 personnes qui se crient WhatsApp au téléphone pendant 10 minutes. Hein, bref, la même Christie d'affaires. Et c'était bien populaire dans tout bon festival de films hipster des années 90. Donc, la compagnie Budweiser a signé le réalisateur pour adapter le concept de film en publicité. Bon, dernier fait intéressant pour la route, hein, avant de passer à une autre pub. Budweiser et Bud Light ont fait une publicité à la fin des années 80 en animation image par image qui s'appelle le Bud Bowl, soit les 2 équipes de bouteilles qui jouent contre. Allez voir ça si vous voulez occuper vos vendredis soirs de la même façon que moi. Et on est déjà rendu à notre dernière publicité. 6e publicité ayant pour titre Mountain Dew de l'année 2016 au Super Bowl 50 avec comme thématique A Cappella. Oh boy. Ouais, je pense que je reste tranquille à soir. Pitou sèche bébé. 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 Mountain Dew qui start. Du doux, de la caféine, du délire. La plus weird des pubs weird. Je me rappelle le silence qui a suivi la diffusion de cette annonce-là au party du Super Bowl où j'assistais. On se disait tous, qu'est-ce qu'on vient de voir? Mais c'est ici que le vieil adage et dernier point d'une bonne publicité s'applique. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Et c'est justement ça que le fameux Pitou singe bébé s'est illustré. Une publicité tellement bizarre qu'on comprend pas trop, mais qui fonctionne puisque tout le monde en parlait au final le lendemain. Avec l'avènement des réseaux sociaux et de leur place primordiale dans la dernière décennie, si une publicité réussit à faire parler d'elle en masse sur eux, c'est un coup réussi pour la compagnie. De nos jours, on peut presque dire que les publicités sont plus attendues que le Super Bowl en tant que tel. Surtout pour les gens que leur seule partie de football écoutée par année, c'est le Super Bowl. Et les compagnies font même des bandes annonces pour leurs propres pubs qui seront diffusées au grand match. Hey, hein, une pub pour une pub, faut le faire pareil. Et dernier fait, hein, dernier Super Bowl, là, on chargeait 7 millions de dollars pour 30 secondes. Ça fait pas mal de bidou juste pour dire de manière funny que notre savon sent bon. Passons maintenant à l'ouverture de la conclusion. Si jamais ça vous intéresse d'en apprendre plus sur les publicités du Super Bowl ou en revoir des vieilles, allez sur le site Super Ads Database. Il y a toutes sortes de pubs du passé du Super Bowl et à quel moment ils ont joué dans le match avec l'heure, le score pis tout. De quoi agrémenter un jus du soir où vous avez rien à faire après avoir fait le tour des applications de votre cell. Bon. Assez de parler de publicité comme ça, notre cerveau est trop saturé. On fait une petite pause publicitaire, question de se vider l'esprit et au retour, encore du football. Bet69.net, la révolution des paris sportifs. Qu'importe la situation sportive, Bet69 a une cote pour vous. Voici vos cotes de la semaine. Le Kraken aura plus de mises en échec que de mises au jeu gagné, 1,86. Le temps de jeu de Drouin qui vaudra à la date d'aujourd'hui, 3,27. Les Alouettes de Montréal vendues à des Québécois, 2500 pour 1. Aucune controverse impliquant le CF Montréal dans les 7 prochains jours, 4,36. Plus de 13,5 publicités de paris sportifs durant le prochain match des Canadiens, 1,02. Chance que les paris proposés ne soient pas bons, 2,56. Bet69.net. Faites-vous plaisir en nous enrichissant. Est-ce que le football américain, ça joue ailleurs qu'aux États-Unis? Une grande question que je vous pose, que je prendrai pas le temps d'expliquer dans une chronique, mais plutôt un reportage. Notre cher ami et fier ambassadeur de l'émission, Léopold Polol, a pris la peine, ça fait 1 an qu'il travaille là-dessus, là, il veut nous raconter l'histoire d'un Russe qui a tenté d'amener le football américain en Russie. Ouais, je fais quelque chose en Russie. Écoutez ça, vous allez voir, c'est très intéressant. Les grands reportages sportifs avec Léopold Polol. Le football américain est l'un des sports les plus populaires aux États-Unis. Toutefois, le sport tarde à se faire connaître dans le reste du monde. Mais plusieurs personnes ont tenté d'amener ce sport dans leur pays. Voici donc l'histoire de Boris Stepanov et sa quête pour amener le football américain en Russie.
Boris Stepanov a joint le KGB en 1963 où il s'est fait attribuer la mission d'espionner le programme spatial américain. Il réussit ainsi à infiltrer la NASA jusqu'à son arrestation par la FBI au milieu des années 70, comme nous l'explique le principal intéressé. Avec la fin du programme Apollo, le système américain a découvert que je n'étais pas vraiment un scientifique allemand, mais un faux scientifique soviétique qui volait les notes écrites sur des post-it. Les autorités m'ont donc amené dans un centre carcéral en Oklahoma. Monsieur Stepanov croupit dans sa cellule durant plusieurs années, mais l'arrivée au pénitencier de Duke P. Willis III Sr. changera la vie de notre bagnard. Malheureusement décédé en 1995 lors d'une émeute dans sa résidence de personnes âgées, Duke P. Willis III Sr. discute de sa vision innovatrice dans le documentaire Convert de Commise, portant sur l'inclusion des prisonniers étrangers à la culture américaine. Si vous voulez gagner la guerre, il ne faut faire qu'un avec l'ennemi. L'étranger doit devenir toi. Voilà pourquoi je leur fais écouter que le meilleur film américain de tous les temps, The Longest Yard. Le film raconte l'histoire d'un carrière déchu qui doit faire une équipe de football américain avec d'autres prisonniers pour jouer contre l'équipe des gardiens de la prison. À force de visionner le film à chaque jour pendant plus de 4 ans, Boris Stepanov fut imprégné de l'esprit du football américain. À son retour en Russie, il fut évidemment encore emprisonné pour avoir été capturé par les Américains, mais se mit à la tâche afin d'implanter ce sport dans son pays natal. Puisque je me retrouve une nouvelle fois en prison, il me fut facile d'expliquer les bases du football américain aux autres détenus, car tout se déroule dans la prison. Nous avions donc le nécessaire à l'éclosion de ce sport. La chute du régime communiste au tournant des années 90 aura permis l'apparition de la toute première ligue intra-prison de football américain en Russie, la Rusko-American Football Tiurma Liga. Ne pouvant avoir dans leur alignement plus de 3 prisonniers américains, le football américain russe ressemble à s'y méprendre au football américain, hormis d'une violence excessive et de l'ajout de tours avec des gardiens armés dans les hauteurs des stades. Pour illustrer le propos, voici un extrait d'un match de la première saison en 1992 entre les Dauphins Noirs et les Hiboux Polaires, commenté par le légendaire Grigory Babinski à la télé du peuple. Aujourd'hui âgé de 81 ans, Boris Stepanov n'a toujours pas réalisé que le football américain ne se joue pas exclusivement dans une prison. Ici Léopold Polol, à la colonie correctionnelle IK numéro 2, en Russie. Bonaqua! Yeah! Cette deuxième chronique du balado Match Nul vous est présentée par Bonaqua, l'eau en poudre la plus pure au monde. Versez la poudre, remuez avec de l'eau potable et buvez. Aussi simple que ça. Bonaqua. Yeah! Tu me donnes envie de boire de l'eau! Yeah! L'eau en poudre, c'est ça qu'il me faut! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ce thème-là. Hein? En fait, si jamais vous l'avez déjà entendu, car c'est le thème de l'expansion, oui, cette fameuse émission où l'on tentait d'inventer un nouveau sport à partir d'éléments de la vie qui n'ont rien à voir avec le sport, tels que le ménage, une file d'attente ou encore la messe. Bon, notre dernier date du 27 juin 2019, signe qu'on avait un gros concept en main, mais que le monde n'était pas encore prêt à ça. Pourquoi je ressors un vieux truc de match nul qui n'a pas tant marché? Ben, tout simplement parce que c'est notre 100e épisode qui s'en vient bientôt et on s'est dit que pour marquer le coup, on va ramener un truc de la sorte à chaque épisode d'ici le centenaire. Donc, aujourd'hui, on se tape l'expansion.
Mais inquiétez-vous pas, vous serez pas pogné à du Brainstorm Live qui faisait la marque de commerce de l'expansion. Hein? On va aller direct au vif du sujet. Sur quoi on va s'attaquer dans cette nouvelle expansion? Nous allons tenter de créer un sport avec la même affaire qui a terminé l'émission originale de l'expansion. Car Ben et moi, on avait pensé pendant plusieurs heures pour trouver un angle pour en faire un sport, mais sans succès, c'est-à-dire le 16e siècle. Oui, je sais, c'est pas mal vague comme sujet, mais c'est ça qui va nous permettre, cette fois-ci, d'en faire un sport. Fait qu'avant tout, on va prendre le temps d'expliquer c'est quoi le 16e siècle pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi. Le 16e siècle, XVI avec un petit E dans les airs pour les intimes, est une période de temps qui commence le 1er janvier 1501 du calendrier julien au 31 décembre 1600 du calendrier grégorien. Ne soyez pas dupés, il y a bien eu un changement de calendrier durant ce siècle, ayant même perdu 11 journées d'octobre en 1582 pour s'y ajuster. On est en pleine renaissance avec les tortues Leonardo, Raphaël et Michel-Ange, filles de Shakespeare, qui s'émancipent. On découvre le monde, c'est-à-dire l'Amérique, avec les Vespucci, Magellan, Cartier et Vasco de Gama pour ensuite le conquérir et, en même temps, commencer la traite d'esclaves en Afrique, pourquoi pas. Pendant ce temps, le Japon s'entretue et les conquistadors recherchent les mythes qu'ils inventent eux-mêmes. Voilà à peu près c'est quoi le 16e siècle. Si on pouvait décrire en 3 mots ce grandiose siècle, découverte, conquête et révolution temporelle. Et c'est avec ces 3 mots-clés que nous allons bâtir un nouveau sport. Bon, tout d'abord, la première question. Sport individuel, comme le tennis, le triathlon et les compétitions d'hommes forts, ou un sport d'équipe, comme le ballon chasseur, le cricket et le souk à la corde? On se compliquera pas trop la vie ici et on va se diriger vers un sport d'équipe. Puis, tu sais, plus j'y pense, le 16e siècle, ça devrait être un sport aquatique. Hein? On a tellement passé de temps dans l'eau durant cette période-là que ça va de soi. Donc, on va s'inspirer du sport d'équipe fort qui se passe dans une piscine, et non, ce n'est pas la nage synchronisée, mais le water polo. Mais ça va être un petit peu plus compliqué que le water polo pour être capable de bien illustrer les stratégies du siècle derrière tous les pays. Hein. Fait que, imaginez un gros mix entre le water polo, le football américain et le basketball. Bon, maintenant que j'ai jeté les bases qui vous rendent plus confus qu'autre chose, on est prêt à expliquer ce nouveau sport. 11 joueurs par équipe. Un terrain semblable à celui du water polo, 30 mètres de long et 20 de large. On ne fera pas construire de nouvelles arénas juste pour ça quand même. Hein. Le terrain est divisé en 5 zones. 2 aux extrémités, les zones de but de 3 mètres de long, 2 de 5 mètres de long et la zone centrale de 12 mètres. Il y a 7 tapis de mousse consistants et de la taille d'une table qui flottent un peu partout sur l'espace de jeu. Pourquoi? Parce que ça représente les navires des explorateurs et 7 c'est pour les 7 continents. Hein? Vous voyez comment on est full concept notre affaire. Il y a aussi un grand panier avec un long filet de chaque côté du terrain. Hein? Ça fait le tour de l'air du jeu. Maintenant, on va passer au sport en tant que tel. Fait il y a un ballon. Le but, c'est de le faire entrer dans le panier. Ah, je le sais, c'est original, hein? Mais tu peux juste le lancer dans le panier que si tu es sur un des 7 tapis flottants. L'équipe a 30 secondes pour aller marquer un panier en partant de sa zone. Vous trouvez peut-être que c'est court 30 secondes pour traverser 30 mètres de piscine? Mais dites-vous que c'est le même temps alloué au water polo et la même distance. Donc c'est legit notre proposition. Les 30 secondes sont écoulées, l'autre équipe reprend le ballon dans la zone où l'équipe est en possession l'avait. Fait que dans le fond, si tu étais dans une zone puis tu perds le ballon ou whatever, c'est là que l'équipe reprend le ballon. On se rappelle, il y a 5 zones. Hein? Là, vous voyez bien le basketball, le water polo dans le sport, hein, qui n'a pas encore été nommé. Mais est-ce qu'on voit vraiment le football américain? On va trouver l'essence de ce sport publicitaire américain dans la manière de faire avancer le ballon. Les équipes en attaque disposent de 4 tapis flottants. La défense, seulement 3. Tu as le droit de faire des passes entre les joueurs sur le tapis flottant, mais si ça touche l'eau ou c'est intercepté, ça va à l'autre équipe. Genre un gars en défense peut sauter de son tapis pour intercepter un ballon dans les airs, mais doit revenir sur un tapis pour que l'horloge et leur décompte d'attaque commencent. Les autres joueurs poussent le tapis ou le protègent pour pas qu'il soit renversé, pour pas que ça crée un revirement. En tout cas, là où la stratégie est digne du football américain. Hein, on peut décider, est-ce qu'on va juste avec 2 tapis, on maximise notre vitesse de déplacement, ou on y va avec plus de passes, mais on met plus de monde sur les tapis, mais là on a moins de monde pour pousser ou protéger. Hein. Ça, tu vois, ça sert le coach de décider la gestion de leur effectif. Bon, c'est bien beau ce délire-là, mais comment qu'on gagne? Hein? Celui qui marque le plus de points, évidemment. Et comment on marque des points? En conquérant des zones. Chaque fois qu'une équipe traverse une zone, on se rappelle, il y en a 5, hein, elle fait un point. Donc, si elle part de sa zone de but,
jusqu'à celle adverse, l'équipe fera 4 points. Si l'équipe réussit à mettre le ballon dans le panier, elle marque 1 point plus le nombre correspondant de zones vis-à-vis le panier. Ça veut dire que si on marque le panier dans la zone de but, où le panier se situe, enfin, le panier adverse, ça fait 1 plus 1, donc 2 points pour l'équipe. Si on est dans la zone plus loin, la petite zone de 5 mètres, ça fait 1 plus 2, donc 3 points, etc. pour chaque zone. Donc oui, si tu lances de ta zone vers le panier adverse, ça fait 1 plus 5, donc un gros 6 points. Comme vous le constatez, on aura des scores élevés et c'est tant mieux. On aime ça le spectacle. Parlons de défense un peu. C'est un sport qui se passe dans l'eau, fait qu'on veut pas que du monde noie d'autres personnes. Alors, comment les défenses peuvent-elles réussir à défendre? En faisant des murs humains, en se tenant les mains, tel un blocus maritime, hein? Bien à la mode au 16e siècle, où l'attaque ne peut pas le défaire et doit les contourner. La défense peut aussi utiliser les tapis à leur disposition pour bloquer le chemin, elle peut aussi renverser le tapis où le joueur a la possession du ballon. Faut comprendre que si l'attaque échoue ou il n'y a plus de temps en zone centrale, l'équipe qui est en défense reprend le ballon à cet endroit. Donc, il y a moins de zones à conquérir, mais t'es plus proche du panier. Hein? Ça peut varier dans les points. On se rappelle, on conquiert les zones quand on avance. Hein? On peut pas revenir puis avancer puis aller en une zone puis faire du back-and-back. Tu vas pas faire des points à chaque fois. Si tu as conquis la zone, tu l'as conquis. Donc, voilà pour ça. Et si l'équipe voit qu'il ne reste plus de temps à son attaque et décide de lancer le ballon juste pour espérer de marquer un sur un long shot, ben, sorry, gros, je devrais plus dire, la défense aura le choix de recommencer soit dans la zone où le ballon est tombé ou dans la zone où il a été lancé. Mais sauf si tu réussis à marquer le panier, évidemment. Puis là, tu serais pas pire. La partie se déroule en 4 quarts de 10 minutes. Le temps est arrêté tant que l'attaque ne remet pas en jeu le ballon ou qu'il y a des pénalités. Et petite twist, comme si c'était déjà pas assez compliqué comme ça, l'équipe locale peut couper une possession adverse quand elle le souhaite durant les 3 premiers quarts. Mais faire cela enlève 30 secondes à la partie. En coupant la possession adverse, l'équipe peut reprendre le ballon où l'adversaire devait recommencer son offensive. C'est pour symboliser le changement de calendrier et la perte de jour d'octobre durant le 16e siècle. Hein? Vous voyez, tout marche bien. La question que tout le monde se pose, j'en suis sûr maintenant, si c'est égal après 4 quarts, c'est-tu un match nul? Ouh. Non! On a une période de prolongation avec 3 possessions pour chaque équipe. Et si c'est encore égal, ben là, c'est un match nul. Ouh, en saison, par contre. En série, on rajoute 3 autres possessions jusqu'à temps que le score donne un gagnant. Puis on s'attend que ça finit par faire un gagnant. Comment appelle-t-on ce beau petit sport-là? On se le cachera pas. Le 16e siècle, ça se donnait pas mal en Europe. Et vu que c'était le pic des Espagnols à ce temps-là, on va appeler ça le conquistagua. Hein? La conquête par l'eau, à peu près dans la langue de Molière. Parlons un peu du côté professionnel du sport, hein? La Ligue et ses équipes. Hein? La grosse Ligue va évidemment se situer en Europe parce que, de 1, on n'a pas assez de piscine cool ici en Amérique du Nord pour que ça se donne ici. Et de 2, comme je viens de le dire, 16e siècle égale Europe. Donc, la Liga Professional des Conquistagua va regrouper 8 clubs de pays concentrés autour de la Méditerranée. La première équipe étant les Pioneiros de Lisbonne, soit les pionniers, vu que c'est du Portugal que venait Christophe Colomb, hein, même s'il a travaillé pour les Espagnols. Hein. Il y a aussi le 1592 de Barcelone, commémorant la date du changement de calendrier. Le Poséidon d'Athènes, parce que c'est le dieu de l'eau, puis que leur civilisation a piqué il y a déjà 2000 ans, puis ils sont encore dans cette vibe-là. Deuxième équipe espagnole, les Bears de Valence, hein, car toute bonne ligue professionnelle qui se respecte doit avoir dans ses rangs au moins une équipe s'appelant les Bears. Autre équipe, cette fois-ci en Italie, le Vesuvius de Naples, pour rappeler à l'équipe adverse qu'à chaque fois qu'ils viennent jouer à Naples, ils courent la chance de mourir dans une explosion volcanique du Vésuve. On a aussi le Dracor de Monaco. Ouais, ben ils font juste semblant qu'ils ont déjà eu un viking qui a vécu là-bas au Moyen-Âge. Hein. C'est leur thrill, on va leur laisser faire vu qu'ils ont plein de cash. Parlant de cash, il y a là aussi le Qatar Conquistagua Club qui évolue évidemment en France à Marseille. Et on a le dernier club en Italie dans la capitale, le Blocco Marittimo de Rome. Blocus maritime en italien selon Google Traduction. Voilà, ça fait le tour du Conquistagua. Ah, j'ai oublié le côté amateur, c'est vrai. C'est bien beau les pros, mais avant de devenir pro, il faut que tu joues dans la ruelle. Donc, seulement besoin d'un panier, au moins un tapis de mousse et une surface d'eau et hop, plaisir garanti. Notre expansion est terminée. Encore une fois, nous avons été aux frontières du sport pour en créer un. J'ai réussi, Ben. J'ai fait un sport avec le 16e siècle, comme tu as pu voir. Ça me donne quasiment le goût de faire une autre expansion avec le 14e siècle, hein? En pleine peste noire où le but du sport, ça serait de, genre, pas mourir. En tout cas, il y a de quoi en faire avec ça, mais en attendant, changeons un peu
du Canadien. Ici, au match nul, on ose faire différent. Puis le Canadien là-dedans. Des sujets originaux qui couvrent tous les sports. Ouais, mais les Canadiens... On parle de ce qu'on ne parle pas ailleurs. Ah, fait que pas de Canadiens. Match nul, la Mais balado. ils vont aussi faire série. Ok, on a compris. Voici enfin le segment où on parle des Canadiens de Montréal en 5 minutes. Analyse, débat, opinion, discussion, confrontation, gestion d'entrave, les couverts fermés, les noirs, alouettes. Non, pas d'alouette, ni de club de foot, juste les Canadiens de Montréal. Le Canadien en 5 minutes. C'est Carey Price. On n'en parlera pas dans cet épisode-là. Aujourd'hui, on va vous attaquer à un sujet très important, c'est-à-dire qui est sur toutes les lèvres depuis quand même un certain moment, puis nous, en tant que match nul, on n'en a pas encore parlé, mais c'est le genre de truc qu'on aimerait parler. La malédiction du chandail Retro Reverse. Bon. Pourquoi une malédiction? Hein? Pourquoi quand je porterais un chandail, ça me porterait la poisse? OK? Bon. Tout d'abord, on va commencer par définir c'est quoi une malédiction. Parce que en tant que tel, moi, je vais vous donner mon opinion personnelle. Là. On est là pour ici, on tente nous, là. Moi, je crois pas à ça, les malédictions de chandail. Hein? Je dis pas parce que d'habitude, on joue en rouge, mais là, on est en bleu poudre. Fait que là, on n'est plus capable, on est tous déstabilisés. Hey, ça, c'est une excuse de merde, s'il vous plaît, mes amis. Mais je sais qu'il y a d'autres équipes. Hein? Les Devils aussi, ça va mal avec leur retro. Il y en a aussi les Rangers. Il y en a plein. Là. Vous pouvez me sortir des exemples, ça me donne pas. Mais attends, on s'en va sur Wikipédia. Une malédiction, c'est quoi? Je vous lis ce qui est écrit, OK? On va prendre le temps, on a 5 minutes, mais là, plus le temps, là, maintenant, on va prendre le temps de le dire. Une malédiction est un état de malheur inéluctable qui semble imposé par une divinité, un sort maléfique, jeté sur un individu ou une communauté ou le destin. La malédiction est aussi un rituel appelant les puissances divines à exercer leur action punitive contre un individu ou un groupe d'individus, objet de cette malédiction. Une malédiction agit comme un envoûtement négatif, un malheur qui agit sur une réputation, qui fait que les autres vont se méfier de cette personne et craignent de la fréquenter face à la possibilité, voire au risque d'avoir à partager ce malheur. OK. Donc, deux choses qui ont peut être une malédiction. Un, c'est un état de malheur qui est imposé par un dieu, un sort ou jeté sur un individu. Là, est-ce que le Canadien est maudit? Aux dernières nouvelles, non. Je veux dire, la seule manière pour avoir une malédiction, c'est Patrick Roy qui a quitté, puis il me semble qu'il n'a pas vraiment maudit Montréal en partant. Fait que, tu sais, on connaît des meilleurs. Tu sais, il y a celle des Cubs qu'il y a eu, il y a aussi celle des Lions, que ça a l'air qu'il y en a une. Fait que c'est pas over, mais ça arrivera jamais. Donc voilà. Et est-ce qu'on a eu un rituel appelant les puissances... Est-ce qu'on a eu du monde qui ont fait je sais pas moi, les Blues de Boston qui ont voulu faire des partisans là, qui ont dit nous là, ce qu'on veut là, c'est que quand ils jouent avec un autre chandail, les Canadiens soient pourris. Hein? Pensez-vous vraiment qu'il y a du monde qui ont pris le temps de faire ça? Bon. Peut-être, hein, avec Internet, tout se peut à cette heure. Mais sincèrement, je pense qu'il faut que quelqu'un l'aille maudit. Puis personne n'a repris le temps de maudire un chandail. Mais si vous voulez, tant qu'à parler de vérité et de seconde vérité, vu qu'on est sur Internet, d'après moi, pourquoi il y aurait une malédiction sur les chandails rétro? C'est tout simplement parce que le hockey, c'est un sport plutôt conservateur. Et qui sait, qu'est-ce que les conservateurs aiment pas dans la vie? Le changement, changer sa routine. Donc, si je joue habituellement en rouge, bleu et blanc, et que là, je me retrouve tout d'un coup à jouer en bleu poudre et en blanc, mais là, dans mes petites pantoufles, je vais tout être déstabilisé, puis là, je serai plus capable de jouer. Hein? Tu sais, on le voit maintenant, ils portaient des chandails Pride Night à New York, puis finalement, ils ont dit « Non, nous, ça ne tente plus. » Même le gars de Philadelphie aussi. Fait que là, je suis en train de dériver, mais c'est normal, on parle du Canadien en 5 minutes. C'est le moment de dériver puis de dire n'importe quoi. Tout ça pour dire que le côté conservateur des Canadiens et du hockey en général, à chaque fois que tu essaies d'amener la nouveauté, ça marche pas parce que les mentalités des joueurs de hockey sont pas encore rendues là. Ce qui est étonnant, c'est quand même drôle, mais bon. Donc moi, je pense pas vraiment à cette malédiction. Je pense que c'est juste que, tu sais, dans NBA, il y en a plein de chandails random, retro, de whatever, de promotion. C'est juste pas ancré dans la culture du hockey d'avoir plusieurs types de chandails. Mais bon,
regarde, Carey Price, là, il va quand même être là. Il va être là avec nous, dans notre cœur, même s'il est pas là. Il est nordique de Québec là-dedans. Ça fait 5 minutes que tu parles, tu me laisses pas parler. Serait temps qu'on parle d'eux un peu. Mais qu'est-ce que vous faites? Ouais, ok. Les Nordiques, en moins une minute. Gary Bettman a dit que Jeff Molson serait pour un retour des Nordiques. Fait que qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le dossier, ça? Je sais pas moi, mais Jeff Molson commence à travailler, là, parce que nous, ça fait un bout qu'on travaille, pis toi, t'as pas l'air de faire grand-chose là-dessus, là. Ah ouais, let's go! Bon, le Super Bowl, un élément fort de ce grand événement-là, c'est le buffet, la nourriture. Peut-être un jour, on va en parler de ça, là. Peut-être l'an prochain, au lieu de parler des événements spéciaux. En tout cas, bref, la nourriture. Et qu'est-ce qui arriverait, mettons, si un des éléments forts d'un Super Bowl, par exemple, je sais pas moi, les ailes de poulet, ben il y en aurait plus. Hein? Qu'est-ce qui arriverait? C'était le 4 février 2025. La situation en Amérique du Nord était plus belle que jamais. On avait évité de justesse une 3e guerre mondiale. Les États-Unis avaient enfin accepté de prendre des grandes mesures pour l'environnement. Et les Canadiens de Montréal avaient enfin une chance de faire les séries. Tout semblait parfait. Personne ne se doutait de la catastrophe qui était sur le point d'arriver. Tout commença au siège social des produits Flamingo. Patron, je dois vous parler concernant la production des nouvelles ailes de poulet saveur Chip Ruffle. Je suis content que tu m'en parles. Notre dernier sondage Twitter dit que le monde a bien hâte de goûter. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On a dû arrêter la production. Quoi? Ben, y a plus d'ailes de poulet, patron. Comment ça, il y a plus d'ailes? On en a plus? Allez en acheter à l'épicerie au pire, puis mettez le logo Flamingo dessus, bon sang! Non, il y a plus d'ailes de poulet nulle part. C'est impossible! On peut pas manquer de poulet! On est une compagnie de poulet! Merde! On manque pas de poulet, patron, mais les poulets n'ont plus d'ailes. C'est comme ils savent pas voler, leurs ailes ont tranquillement disparu. C'est à cause de l'évolution. Non, c'est pas vrai. Pas l'évolution. En effet, les ailes de poulet étaient désormais chose du passé. Et comme nous étions à 5 jours du Super Bowl, la nouvelle fut rapidement le tour du monde. Alors, c'est confirmé, on m'informe que les poulets n'ont plus d'ailes et qu'il n'y a donc plus d'ailes de poulet sur toute la surface de la Terre. C'est encore un coup des woke pis de la cancel culture, ça! C'était la panique générale. Ouais, plus d'ailes de poulet. Mais là, on va manger quoi de Valsport? Des crudités? Peut-être que ça va encourager les gens à aller vers des options véganes. Et misère! Monique, faut trouver de la luzerne buffalo pis ça presse. À travers les réactions négatives dans tous les foyers, une seule question revenait souvent. Mais qu'est-ce qu'il va avoir quand les Canadiens marquent 5 buts? C'est ainsi que le 9 février 2025, les gens arrivèrent à leur party du Super Bowl sans ailes de poulet et sans plaisir. Salut les gars. Hey, es-tu hâte à la game? Ouais, j'ai amené des bâtonnets de fromage. Ouais, moi aussi. Tu peux le mettre avec les autres. Ce soir-là, Billie Eilish devait assurer le spectacle de la mi-temps. Mais trop bouleversée par les événements, elle interrompit son spectacle, laissant insatisfait plus de la moitié des gens qui écoutent le Super Bowl. Excusez, gang, j'ai pas le moral. Ces derniers ont éteint leur téléviseur, causant des troubles financiers à beaucoup de grosses compagnies américaines telles que Budweiser. Leur fameuse publicité du Super Bowl ne fut donc pas très rentable, car dans un monde sans ailes de poulet 911, personne ne veut se désaltérer avec une bière qui goûte la pisse. Leurs profits ont largement baissé. Ils durent déclarer faillite 1 mois plus tard, laissant dans le deuil tous les Marcel du Québec. C'est quoi là, Chris? Va falloir que je boive de la bière de bonne qualité, câlisse! En regardant dans le passé, on ne peut que constater notre grave erreur. Si nous avions pu savoir notre destin, nous aurions dû montrer aux poulets comment voler pour changer le cours de leur évolution. De cette façon, on ne serait pas obligé de manger des hosties de bâtonnets de fromage. Hey Michel, la game commence. J'arrive. C'est tout pour l'épisode 93 de Match Nul. On se rapproche du 100e épisode. D'ici là, on va vous ramener des trucs weird, des concepts flyés de Match Nul oubliés pour satisfaire vos oreilles nostalgiques. Bon Super Bowl à tous, chérissez les ailes de poulet que vous pouvez manger tant que vous en pourrez en manger. Et on se revoit donc le mois prochain pour un autre épisode de Match Nul.